Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, en ce réveillon de Noël, on s'intéresse à un événement qui se déroule le 24 décembre 1588. Le cardinal de Guise, principale figure de l'opposition ligueuse depuis l'assassinat le jour précédent de son frère, le duc de Guise, trouve la mort à Blois sur ordre d'Henri III. Vous voulez en savoir plus sur l'assassinat du cardinal de Guise? Venez avec moi. Lorsque s'ouvrent les états généraux de Blois du 2 octobre 1588, Henri III est un roi humilié et gravement atteint dans son autorité. Dans un royaume déchiré entre catholiques et protestants, Henri III parvient jusqu'en 1585 à conserver son autorité et à préserver l'indépendance royale en suivant des voies différentes. Sous l'influence des politiques, il choisit d'abord la conciliation par la paix de Monsieur, confirmée par l'édit de Beaulieu en 1576. Il satisfait l'essentiel des revendications du parti protestant. Puis il désavoue cet édit lors des premiers états généraux de Blois 1576-1577 afin d'annihiler l'opposition des catholiques qui ont organisé la Ligue catholique. Il revient ensuite à une politique de tolérance en promulguant l'édit de Poitiers en 1577, qui ouvre une période de paix pendant laquelle le roi fonde l'ordre du Saint-Esprit en 1578. Il a dû fuir Paris aux mains de la Ligue et de son chef Henri Ier de Guise, suite à la journée des barricades du 12 mai, puis consentir à signer l'édit d'union le 15 juillet, faisant du duc de Guise le lieutenant général des armées du royaume de France. Pour reprendre la main, Henri III décide de fomenter un coup d'État. C'est dans le plus grand secret et selon un art bien maîtrisé de la dissimulation. Henri III médite avec ses fidèles l'assassinat du duc de Guise et peut-être du cardinal, son frère. Selon les circonstances, tous deux présents à Blois, un guet-apens est conçu pour isoler les deux frères de leurs gardes rapprochés à l'occasion d'une convocation au conseil dans les appartements du roi. Le projet est exécuté au petit matin du 23 décembre 1588. Depuis 1498, le château de Blois est une résidence royale. Louis XII et François Ier en avaient fait un symbole de l'art français, mêlant tradition gothique et décor à la mode italienne. Attiré par les jardins du palais aménagés par Catherine de Médicis, Henri III y séjournait fréquemment. La salle féodale, édifiée au XIIe siècle, était l'une des plus majestueuses. De 20 mètres de longueur sur 40 mètres de large, elle accueillait alors la cérémonie de l'hommage vassalique rendu au comte de Blois. En 1576, Henri III y avait convoqué une première fois les États généraux. En 1588, les cités du Val-de-Loire lui restaient fidèles tandis que Paris était dévoué à la cause d'Henri de Guise et à la Ligue. Or, les ligueurs sont majoritaires parmi les députés du tiers-État et du clergé. Lorsque cette assemblée se réunit, il apparaît clairement qu'elle ne désire qu'une chose, contrôler plus étroitement encore plus le pouvoir royal. Le 18 octobre 1588, le roi doit promettre que les décisions prises unanimement par les trois ordres deviendront des lois du royaume de France. C'est une rupture institutionnelle décisive à laquelle il a été obligé de se soumettre. Il tient Henri de Guise pour responsable de cet affront à son autorité. Il décide donc quelques semaines plus tard de se débarrasser de lui, éventuellement de son frère le cardinal de Guise. Au petit matin du 23 décembre, dans le château de Blois, les 45 piègent le duc. Le prince a répondu à une convocation royale. Alors qu'il pénètre dans le cabinet, l'un des gardes lui saisit le bras et le frappe d'un coup de poignard. Un autre lui bloque les jambes, tandis qu'un troisième lui porte le coup décisif à la gorge. Loignac l'achève en lui enfonçant son épée dans les reins. Louis de Lorraine entend les appels de détresse de son frère, se précipite dans les appartements du roi, mais il est aussitôt arrêté. À la nouvelle de la convocation des États généraux, le cardinal de Guise se prépare à quitter Troyes, s'assurant, avant son départ, qu'il sera accompagné de délégués ligueurs convenablement chargés de représenter la ville aux États. Pour sa propre participation, il s'était fait élire par l'Assemblée de Rouen. Dans les États qui se réunissaient à Blois en septembre, le cardinal de Guise s'assure la charge de président du clergé aux côtés de Charles Ier, cardinal de Bourbon et archevêque de Rouen. Au total, la Sainte Ligue détenait la majorité au sein du clergé et de la noblesse. Malgré cela, les prélats royalistes furent beaucoup plus actifs dans les procédures qui suivent. En apercevant le cardinal, Henri III aurait dit « Regardez, le receveur général de Champagne ». Henri III ouvre les états généraux par un discours soigné mentionnant quelques grands
qui dans le passé avait formé des ligues dans son royaume, et que bien qu'il pardonnerait et oublierait le passé, tous ces sujets qui entreraient dans de telles organisations à l'avenir seraient coupables de trahison. À ces mots, le duc de Guise reste silencieux, et après la fin de la journée, il fut pris à part par le cardinal de Guise, qui reproche à son frère de n'avoir pas suivi ses conseils et de s'être contenté de faire la chose à moitié. Après avoir tenu conseil avec le duc et le cardinal de Bourbon, l'archevêque de Lyon et le cardinal de Guise allèrent trouver le roi. Les deux hommes expliquent que la présence de cette partie dans son discours avait grandement affligé les domaines, et que si elle n'était pas retirée de la version publiée, tous partiraient de Blois. Henri III, face à la puissance et à l'influence des Guises, est contraint de céder à la menace et supprime les phrases offensantes. Cette nouvelle humiliation s'ajoute au grief du dernier des Valois contre les Guises. Malgré leur alliance théorique avec les députés du tiers-état, le duc de Guise et son frère sont de plus en plus frustrés par l'intransigeance du tiers-état à fur et à mesure que les états généraux se poursuivent. Lors d'une rencontre avec la Chapelle-Marteau, maire de Paris et président du tiers-état, le cardinal de Guise tente de le convaincre que l'inflexibilité de ses députés dans leurs exigences fiscales détruirait l'État français. Henri III, de son côté, voit la main des Guises derrière les revendications radicales du tiers-état. La situation entre les Guises et le roi de France est donc de plus en plus tendue. Lors d'un dîner le 17 décembre, le cardinal de Guise aurait porté un toast à son frère, le décrivant comme le roi de France, tandis que Catherine de Lorraine, la sœur du duc, plaisante en disant qu'elle aura bientôt besoin de ciseaux pour tonsurer Henri, en référence à la pratique de déposition chez les Mérovingiens, ce à quoi le cardinal de Guise ajoute qu'il tiendrait la tête du roi immobile. Les événements de la soirée furent rapportés au roi par les ambassadeurs vénitiens, qui sont nos principales sources dans les échanges et les comportements des grands personnages. Le cardinal de Guise arrive pour assister au concile du roi le 23 décembre aux côtés de son frère, le duc de Guise, et de l'archevêque de Lyon. L'archevêque et le cardinal arrivent les premiers. Le duc fut appelé à rencontrer le roi dans une pièce adjacente, où il fut assassiné par plusieurs membres de la garde du roi, les 45. Le cardinal de Guise et l'archevêque de Lyon entendent la lutte et se lèvent pour se précipiter. Le cardinal, épouvanté, appelle le capitaine de la garde écossaise pour protéger sa vie. Le cardinal de Guise a dû être empêché par 4 conseillers de s'approcher de la porte, voulant venir en aide à son frère. Le maréchal Aumont mit la main sur son épée et avertit le cardinal de Guise et l'archevêque de Lyon de demeurer sur leur chaise sans mouvement. Les deux hommes ont été arrêtés peu de temps après sur ordre d'Henri III. Pendant le reste de la journée, Louis de Guise fut interrogé par le maréchal de Retz sur les véritables desseins de la Sainte Ligue. Sous la pression, l'ecclésiastique avoue que la Ligue a prévu que le duc de Nevers s'empare du roi. Laissés dans une cellule pour la nuit avec l'archevêque, les deux hommes craignent d'être mis à mort et se donnent mutuellement l'absolution pour faire face à leur mort prochaine, tout en refusant de manger la nourriture qui leur a été offerte de peur qu'elle ne soit empoisonnée. Henri III prend la décision de faire exécuter le cardinal de Guise le 24 décembre 1588, après avoir d'abord envisagé de l'épargner en raison de son statut ecclésiastique. Mais se souvenant des propos tenus par le cardinal pendant le dîner du 17, rapporté par les ambassadeurs vénitiens, il prend la décision d'épargner l'archevêque de Lyon. La perspective du sacrilège de l'assassinat d'un cardinal n'a pas séduit les membres de sa garde personnelle, et un seul des 45 a pu être convaincu de commettre l'acte. Le capitaine Michel de Gast et plusieurs soldats, qui reçurent chacun plusieurs centaines de livres de rétribution pour leur participation, entrent dans sa cellule et le massacrent à coups de hallebarde. Peu de temps après son assassinat, son corps et celui de son frère ont été brûlés, de sorte que leurs os ne pouvaient pas devenir un instrument de martyre. À la suite de l'assassinat, Paris et la France, dans son ensemble, ont explosé de fureur. Les rues retentissaient des cris de meurtre, feu, vengeance, pour venger les deux princes. Au début de l'année 1589, Rouen tombe à la suite d'un coup d'état ligueur et les serviteurs du cardinal défunt sont parmi ceux qui composeront le nouveau conseil ligueur dans la ville. Alors que la population de Paris était largement bouleversée par l'assassinat de leur héros catholique, le duc de Guise, pour les ligueurs, l'assassinat du cardinal de Guise était un acte de sacrilège. Il était possible désormais de déclarer Henri III ennemi de la cause catholique et de frapper d'excommunication sans même avoir besoin de la parole du pape.
En tant que tel, il pouvait légalement se rebeller contre le roi de France pour restaurer la domination chrétienne. Les docteurs de la Sorbonne, en prévision de l'excommunication imminente du roi de France pour le meurtre du cardinal, déclarent Henri III déposé et précisent qu'ils étaient du devoir de tous les Français de lui résister avec force. Le pape Sistequin a commenté que le meurtre du cardinal de Guise était un acte sacrilège qui comportait la possibilité d'une excommunication. Et le 24 décembre, Henri III avait demandé une rencontre avec le légat pontifical. Pour expliquer ses actes, il affirmait qu'il aurait préféré traiter avec les frères de Guise, mais leur menace contre son autorité était trop grande. Morozini informe le roi qu'il avait violé la bulle papale In Sena Domini en assassinant le cardinal et qu'il devrait demander l'absolution au pape. Henri III rétorque qu'il était exempt d'excommunication du fait qu'il était le roi de France. Alors que Morozini avait l'autorité de l'excommunier lors de cette réunion par l'intermédiaire de son bureau, il a décidé de ne pas le faire, laissant au pape le soin de décider. Au début du mois de janvier, Henri III dépêche le cardinal Joyeuse à Rome pour justifier l'assassinat du cardinal auprès du pape. Joyeuse essaye d'offrir la justification du roi à Sixte-Quint, mais fut interrompu par la colère du Saint-Père, qui remarque que le cardinal de Guise aurait dû être envoyé à Rome pour être jugé et que jamais auparavant un roi n'avait tué un cardinal. Claude d'Angène, évêque du Mans, est dépêché le mois suivant pour continuer à prier le pape. Il est reçu plusieurs fois mais ne parvient pas à obtenir l'absolution du roi. Alors qu'Henri III agonisait après avoir été poignardé le 1er août, il demande l'absolution à son confesseur qui refuse, car il n'avait pas encore satisfait aux demandes que lui avait fait le pape, libérer le cardinal Bourbon et faire pénitence pour le meurtre du cardinal de Guise. Et pendant ce temps-là, dans le monde, le 4 avril 1588, Christian IV succède à Frédéric II comme roi de Danemark et de Norvège. Le 9 mai, Philippe II, roi d'Espagne, envoie l'invincible armada contre l'Angleterre. Elle reçoit l'ordre de quitter le port de Lisbonne pour débarquer l'armée de 19 000 hommes d'Alexandre Farnèse en Angleterre. Comme on l'a vu, le cardinal connaît un sort identique que celui de son frère Henri Ier, duc de Guise. Le 24 décembre 1588, l'ecclésiastique est assassiné. Ces deux assassinats prennent place dans les tourmentes des guerres de religion. L'année suivante, le roi tombera à son tour sous les coups d'un moine vengeur. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Et je vous souhaite de joyeuses fêtes.